Alors, cette sous-unité 3 aborde les différents groupes d'aliments et leurs caractéristiques nutritionnelles. Tout ceci, n'est-ce pas, est regroupé dans l'unité 1 intitulée Notions de base en nutrition. Alors, dans le plan de ce cours, nous avons premièrement abordé, n'est-ce pas, la viande, les poissons et les œufs, le lait et les produits laitiers, les corps gras ou matières grasses. Ensuite, parler des fruits et légumes, des féculents, céréales et dérivés, les légumineuses, des produits laitiers, sucrés, excusez-moi, des boissons, et puis on tirera une conclusion. Que dire en introduction? Retenons que les aliments sont composés d'éléments nutritifs qu'on appelle nutriments. Vous vous rappelez, hein, on a déjà donné la définition de nutriments, on a vu les différents types de nutriments, à savoir les macronutriments et les micronutriments. Alors, il existe une classification de ces aliments qui prend en considération leur composition nutritionnelle. C'est-à-dire donc, pour classer ces aliments-là, il faut tenir compte, ou alors on tient compte de leur composition nutritionnelle. Autrement dit, les aliments d'un même groupe ont en commun un nutriment principal et répondent aux mêmes besoins nutritionnels. On va voir tout à l'heure, si on prend les VPO, salé, viande, poisson, œufs, on verra que leur nutriment principal, conscient principal, sont les protéines. Quel est le rôle de ces protéines? Nous consommons les protéines, pourquoi? Par exemple, pour les besoins de croissance, par exemple. Voyez, il y a donc 7 groupes alimentaires en tout, à savoir les viandes, poissons, œufs, appelés communément les VPO, le lait et les produits laitiers, les corps gras ou la matière grasse, les fruits et légumes, les féculents, céréales et dérivés, les produits sucrés et les boissons. Ce cours rend compte de la contribution de chaque groupe à l'apport en éléments nutritifs essentiels dans le régime alimentaire. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un groupe, eh bien, qu'est-ce que ce groupe-là apporte, n'est-ce pas, à un régime alimentaire? C'est très important de le savoir. Ainsi, une alimentation adéquate à partir de ces différents groupes d'aliments permet d'assurer non seulement les besoins de croissance, d'entretien, mais aussi d'éviter les déséquilibres alimentaires qui peuvent induire des troubles métaboliques chez l'homme. Alors, pour revenir sur la classification des aliments, je l'ai dit d'entrée qu'il y a son nombre de 7. Les groupes d'aliments permettent une classification simplifiée des aliments. Ce classement, on l'a déjà dit, se fait par leur teneur en nutriments, soit en protéines, soit en lipides, soit en glucides, ou en minéraux. En minéraux, soit en fer, calcium, magnésium, ou en vitamines. Selon qu'elles soient liposolubles ou insolubles. Il faut dire qu'en amont, déjà, les groupes d'aliments peuvent être ordonnés selon aussi leur rôle majeur qu'ils exercent sur le corps. Par exemple, vous allez avoir les aliments fonctionnels. Cela apporte des fibres, des minéraux et des vitamines. Ce sont des aliments protecteurs et sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Ils sont représentés par le groupe des fruits et légumes. Les aliments bâtisseurs
sont nécessaires à la formation de l'ossature et au développement de la masse musculaire de notre organisme. Ils sont représentés par les groupes de féculents et des viandes de poisson et d'œufs. Il y a aussi les aliments énergétiques qui fournissent de l'énergie pour les cellules de l'organisme, mais également des substances de réserve. Ils sont représentés par les groupes de produits céréaliers, des produits sucrés et les matières grasses. L'aliment vital, du moins l'élément, est l'eau. Elle appartient au groupe des boissons. Il faut retenir que ce cours étant très vaste, parce que si on doit développer tous les aspects de ce cours, parce qu'on allait prendre aliment par aliment dans chaque groupe, vraiment ça va être très fastidieux. Et donc, nous nous sommes permis de synthétiser pour ne retenir que l'essentiel. Alors, le premier groupe d'aliments dénommé viande, poisson, œufs, ces aliments sont principalement recommandés pour leur richesse en protéines. La quantité de protéines apportée par la viande, le poisson et les œufs est similaire. Par contre, leur teneur en lipides, viande et minéraux sont très variables et sont fonction de l'animal et des morceaux cuisinés. C'est pourquoi il est conseillé de varier au maximum l'origine de ces aliments. Alors, quelle est la composition et caractéristiques nutritionnelles? Dans ces VPO, on trouve des protéines, des lipides et également, n'est-ce pas, des minéraux. Les protéines, on en a abondamment parlé hein, du rôle qu'ils jouent au sein de l'organisme. Elles sont composées d'acides aminés qui permettent la construction et le renouvellement des organes vitaux et des tissus, particulièrement les muscles. Ces VPO contiennent également des lipides qui apportent de l'énergie, mais leur quantité et qualité sont très variables selon l'animal, l'origine de l'animal. Ces VPO contiennent également des minéraux, dont le fer, le zinc, le sélénium. Le fer intervient dans la fabrication d'éléments tels que l'hémoglobine et la myoglobine, qui permet le transport et le stockage de l'oxygène. Le fer d'origine animale est plus assimilable. Son absorption est pratiquement multipliée par 2,5 et donc assimilable par l'organisme que le fer d'origine végétale. Concernant le zinc, on l'a déjà vu, il renforce le fonctionnement du système immunitaire et joue un rôle d'antioxydant. Donc, protège l'organisme contre le vieillissement. Le sélénium, son rôle est un rôle antioxydant et protège également contre le vieillissement. On trouve également des vitamines dans les VPO. Les vitamines du groupe B, du groupe E, du groupe K. S'agissant des vitamines du groupe B, elles sont multiples. Nous sommes passés en revue lorsqu'on on abordait le cours sur les micronutriments, particulièrement les vitamines. B1, les vitamines B1, B2, jusqu'à parfois même B12. Et donc, elles sont multiples et leur richesse dépend de la quantité et de la matière grasse. Quant à la vitamine E, c'est une vitamine antioxydante qui permet de nous protéger contre aussi les réactions radicales.
qui se déroulent au sein de l'organisme. La vitamine K, on a dit, intervient dans la coagulation. Alors, les sources alimentaires, hein, bon, la volaille, le bœuf, le porc, l'agneau, les œufs, la charcuterie, les abats de boucherie, les abats de volaillers, les poissons, les coquillages, etc., etc. Quelles sont les recommandations? Il est recommandé de consommer ces VPO, viande, poisson, œufs, 1 à 2 fois par jour selon l'âge, l'état physiologique et l'activité physique. Le poisson 2 à 3 fois par semaine. Donc, un gras. L'apport quotidien estimé à 10 grammes de viande ou poisson œuf. Le deuxième groupe porte sur le lait et les produits laitiers. Ces aliments dits bâtisseurs ont un rôle très important, surtout pendant l'adolescence, puisqu'ils participent au développement de la masse osseuse qui peut doubler pendant la puberté. Les produits laitiers sont nutritionnellement les aliments qui apportent la plus grande diversité d'éléments, c'est-à-dire de nutriments. C'est-à-dire, à côté, on va voir le calcium, c'est aussi riche en protéines, en vitamines D et autres. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Composition et caractéristiques nutritionnelles. Nous remarquons que ce lait et les produits laitiers contiennent des protéines. Et ils contiennent également des lipides. On n'a pas abondamment parlé du rôle des protéines, des lipides. Ils contiennent des minéraux, dont le calcium et le phosphore. Pour rappel, le calcium rentre dans la constitution du squelette et des dents, intervient dans la concentration musculaire. Les teneurs en calcium sont variables selon les produits. Quant au phosphore, il est associé au calcium et est un constituant des cellules et participe à la mise en réserve de l'énergie. Vous rappelez l'ATP et l'ADP. Le lait et les produits laitiers contiennent également des vitamines. En l'occurrence, la vitamine A est indispensable à la croissance, la vision et le renouvellement de la peau. On y trouve également de la vitamine D qui permet l'utilisation du calcium par l'organisme. Nous avons dit que le calcium ne peut pas se fixer sur la trame osseuse sans la présence du calcium. Les vitamines du groupe B, elles sont multiples, on l'a déjà dit. Dans le cas des VPO, elles sont également présentes ici. Donc, elles sont multiples et leur richesse dépend de la quantité de matières grasses. Les sources alimentaires, il y a le lait lui-même, les dérivés du lait, dont le yaourt, les entremets, le fromage, etc., etc. Il est recommandé de consommer 3 portions par jour. Une portion étant égale à 30 grammes de fromage égale à 1 yaourt égale à 200 ml. Le troisième groupe porte sur le corps gras. Les matières grasses regroupent le beurre, la crème fraîche, les huiles et les margarines. Quelle est leur composition et leurs caractéristiques nutritionnelles? Elles sont essentiellement constituées de lipides qui se décomposent en acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés.
Ils sont une source d'énergie de réserve et constituent une partie de nos cellules. On a vu dans le cas de la membrane cellulaire, hein, les phospholipides, ralentissent la digestion et transportent les vitamines liposolubles. Chacun des aliments contient des teneurs variables en acides gras. Il est donc important de les varier car leur complémentarité joue un rôle primordial sur l'organisme, en particulier sur le système cardiovasculaire. On retrouve également de la vitamine A indispensable pour la croissance, la vision, le renouvellement, la peau. La vitamine D permet l'utilisation de la detoxification par l'organisme. La vitamine E, un antioxydant. La vitamine K participe aux synthèses de coagulation du sang. De même que les acides gras, les vitamines sont associées à un aliment, hein, donc la variété est importante. Quelles sont les sources alimentaires? Bien évidemment, c'est le beurre, la crème, le sendou. Le sendou, c'est les graisses qu'on trouve sur la peau des animaux, les huiles, la margarine. Les recommandations des corps gras, il est recommandé de limiter leur consommation et d'en consommer 1 à 2 portions, hein, de corps gras d'origine animale, maximum, 3 à 4 portions de corps gras d'origine animale, maximum. Vous comprendrez que les corps gras d'origine végétale contiennent des acides gras saturés. Ils sont passés en revue, on en a abondamment parlé. Et donc, ils se solidifient à l'air libre. Et donc, il faut limiter leur consommation. Alors que les corps gras d'origine animale contiennent des acides gras polyinsaturés qui leur confèrent leur fluidité. Concernant les fruits et légumes, il faut retenir que ce groupe d'aliments joue un rôle fonctionnel et est très important, très peu énergétique aussi. Les fruits et à minima les légumes apportent du fructose. Le fructose, c'est un sucre simple. Ce sucre simple, n'est-ce pas, donne la saveur sucrée à ces aliments et équivaut énergiquement au glucose. La composition et les caractéristiques nutritionnelles des fruits et légumes. Les fruits et légumes sont principalement riches en eau, contiennent de l'eau à hauteur de 80 à 95% de leur poids et un élément que nous sommes incapables de fabriquer, c'est-à-dire les fibres, par exemple. On a abondamment abordé les fibres. On rappelle sur les macronutriments dans la partie qui concerne les glucides. On a vu les fibres solubles, fibres insolubles. On a vu leur rôle au sein du transit intestinal. Et donc, pour rappel, les fibres accélèrent le transit intestinal. J'ai expliqué pourquoi, tout simplement parce que dans leur structure, il y a le groupement hydroxyle, n'est-ce pas, qui fixe l'eau et donc qui donne un certain volume au sel. Ces fibres impliquent un effet de satiété et favorisent le développement du microbiote intestinal. Les fibres
ont la particularité d'être le seul élément à ne pas être digéré, tout simplement parce que l'organisme ne produit pas de lactase, une enzyme capable de dégrader ces fibres alimentaires. S'agissant des minéraux, il faut noter que les fruits et légumes contiennent potassium et du sodium, du magnésium, du calcium. On a vu déjà le rôle de tous ces minéraux, n'est-ce pas, dans les cours précédents. À savoir que le potassium et le sodium régularisent la répartition de l'eau dans l'organisme. Quant au magnésium, équilibre du système nerveux, régularise le rythme cardiaque. Le calcium intervient dans la construction et le maintien des os. La teneur en calcium des fruits et légumes est moindre par rapport à celle des produits laitiers et celui-ci est moins bien absorbé. Ces fruits et légumes apportent également dans notre alimentation des vitamines. En l'occurrence, la vitamine C, les vitamines du groupe B, dont la vitamine B9, la bêta-carotène. Pour rappel, la vitamine C intervient dans l'assimilation du système immunitaire, dans l'assimilation du fer, donc l'absorption, et joue également un rôle ou une action antioxydante. La vitamine B9 ou acide folique et son rôle fondamental dans le métabolisme protéique et le matériel génétique. La bêta-carotène assure la protection des tissus, donc joue un rôle d'antioxydant et peut être transformée dans l'organisme en vitamine A. Donc, qui va intervenir dans la croissance et la vision. Quelles sont les sources alimentaires des fruits et légumes? On en trouve dans tous les légumes, sauf les légumes secs, dans les surgelés, dans les appétisés, les frais, les crus, bon, les crudités, les fruits et légumes cuits, donc les crudités ou transformés, les soupes. Tous les fruits crus, cuits ou transformés sont conçus de salades, de fruits, de compotes, etc. Il est recommandé de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Une consommation variée, régulière de fruits et légumes permet, n'est-ce pas, de répondre aux besoins en fibres, en vitamines, en minéraux. On a vu le rôle, bien le rôle, ô combien important de ces nutriments. Le respect de la saisonnalité optimisera la qualité des fruits et légumes. Ça veut dire que chaque saison produit ses fruits et légumes. Donc, il faut en tenir compte, n'est-ce pas, pour optimiser la qualité de ces fruits et de ces légumes. Le cinquième groupe porte sur les féculents, les céréales et les dérivés, et les légumineuses, mais bien aussi les tubercules. Cette grande famille regroupe les pommes de terre, les tubercules donc, les céréales, le pain et les légumes secs. Elle est notre première source d'énergie, puisque ce groupe d'aliments contient beaucoup de glucides. Et les glucides, nous avons dit que ce sont les sources d'énergie. Puisque 1 gramme de glucides, n'est-ce pas, produit 4 kilocalories. Et donc, cette grande famille représente la moitié de notre ration alimentaire quotidienne. Le groupe de féculents apporte les éléments suivants. Ce sont les tubercules, les spécules, les céréales. Dans les céréales, vous avez les riz, vous avez les
dormir, etc. Quelle est la composition, les caractéristiques nutritionnelles? Eh bien, on trouve beaucoup de fibres, n'est-ce pas, dans ce groupe d'aliments. Donc, les féculents, les céréales, les dérivés, les légumineuses. Il y a également les glucides complexes. Ce sont les glucides ramifiés sous forme d'amidon. Le glucose provenant de la dégradation de celui-ci est la première source d'énergie pour notre organisme. Vous savez, pour rappel, que l'amidon est un polymère du glucose. C'est-à-dire que plusieurs glucoses vont se lier par des liaisons alpha 1,4 pour constituer l'amidon. L'amidon linéaire, l'amidon ramifié. Ça, vous voyez le cours de biochimie. Le glucose provenant de la digestion de l'amidon est distribué progressivement dans l'organisme et permet d'assurer un état de satiété et des activités physiques et fonctions mentales à long terme. Ce groupe d'aliments contient peu de protéines, n'est-ce pas? Qui sont des éléments bâtisseurs de nos cellules. Les protéines végétales nous apportent des acides aminés qui ont un facteur limitant, c'est-à-dire un acide aminé en faible quantité. C'est pour cette raison-là que dans les cours précédents, parlant des protéines animales et des protéines végétales, il y a des acides aminés qui sont défauts dans un groupe, tout comme dans l'autre. Donc, il faut varier les sources, n'est-ce pas, pour pouvoir combler, n'est-ce pas, la qualité des protéines. Donc, d'où l'intérêt de faire certaines associations, voilà, alimentaires pour obtenir une protéine de bonne valeur biologique, pour que celle-ci puisse remplir toutes ses fonctions. Exemple, lait plus céréales, céréales plus légumes secs, etc., etc. Ces féculents, céréales et dérivés, légumes contiennent également des minéraux, en particulier le magnésium. Et ils contiennent également des vitamines, en l'occurrence la vitamine E et les vitamines du groupe B. Je ne vais pas revenir, n'est-ce pas, sur le ou les rôles de ces nutriments-là. Quelles sont les sources alimentaires? Tous les légumes sauf les légumes secs, les tubercules et les céréales. Les surgelés, appétisés, frais, crus, extraits, etc. Tous les fruits cuits aussi, cuits et transformés. Il est recommandé d'en consommer 5 par jour, dont 2 crus pour couvrir les apports en vitamine C, une portion égale à 80 grammes. Il faut consommer ces groupes d'aliments à chaque repas. Privilégier les céréales semi-complètes, le pain, bis par exemple. Encourager la consommation des légumes secs. Encourager l'utilisation des farines de type 80, c'est-à-dire qui contient 80% de minéraux, plutôt que 50. Présent, nous abordons le groupe des produits sucrés qui regroupe tous les aliments ayant un goût sucré prononcé. Le chocolat, le miel, la confiture, les viennoiseries, la patate, la tartinée, etc., etc. Cependant, ces aliments apportent également des matières grasses dites cachées. Quelle est la composition et caractéristiques nutritionnelles? Ces produits sucrés contiennent des succins. Ils constituent une source d'énergie en fournissant à l'organisme du glucose, combustible de toutes les cellules de notre corps. Ainsi, pour le cerveau, le glucose est la seule source d'énergie utilisable.
Il ne sait pas fabriquer des énergies de secours. Les glucides simples sont rapidement digérés et augmentent rapidement le taux de sucre dans le sang. Ce groupe d'aliments est principalement source de plaisir parce que quand on consomme, eh bien, c'est sucré dans la bouche et donc on pense que, n'est-ce pas, on est en train de se faire plaisir. Hein? Voilà. Alors qu'il faut faire très attention. Quelles sont les sources alimentaires? Bien évidemment, ce sont les sucres. Et même les confitures, le miel, le chocolat, les sorbets, les sirops, soda, confiserie. L'équivalence en sucre est un sucre, c'est à 5 grammes. Une canette de soda contient jusqu'à environ 8 carreaux de sucre. Il est recommandé de limiter la consommation de sucre, une portion par repas maximum, sachant qu'une portion égale à 10 grammes. La quantité de sucre ne doit pas dépasser 10% de la ration alimentaire. Soit chez l'homme 60 grammes, chez la femme 40, chez l'enfant 30 à 50 grammes. La consommation de ces produits sucrés doit être considérée plutôt modérée, car une consommation importante de ceux-ci engendre un déséquilibre alimentaire. Les sportifs trouveront un intérêt dans ces aliments lors d'un effort prolongé. Et le dernier groupe, on a dit qu'il y en avait 7. Il s'agit des boissons. Plus qu'indispensable, l'eau est vitale. Notre corps est constitué d'environ 60 à 70% d'eau. Les pertes journalières peuvent entraîner une déshydratation qui implique rapidement des troubles fonctionnels de l'organisme. Il ne faut donc pas attendre d'avoir soif pour boire. Pour rappel, les boissons, il n'y a pas que l'eau. Vous pouvez trouver les infusions, comme par exemple le thé, le café, les jus, etc., etc. Quelle est la composition et quelles sont les caractéristiques nutritionnelles? Il faut noter que ces boissons permettent de compenser quotidiennement les pertes urinaires et fécales par voie cutanée et par voie respiratoire. Quelles sont les sources? Les eaux plates, les eaux gazeuses de source aussi, les eaux minérales, les eaux de ville, servies, les eaux froides et chaudes. J'ai parlé des tisanes tout à l'heure, dont le thé et autres. Il est recommandé de consommer 1,2 à 2,5 litres d'eau au minimum selon l'activité physique et les conditions climatiques. Il est conseillé de varier les eaux du robinet ou en bouteille au minéral de source, puisque chacune d'entre elles est plus ou moins composée de minéraux. De l'eau, au moins 2 verres à chaque repas, varie selon l'activité physique, l'âge, l'état de santé et l'environnement. Au moins consommer 1,5 litre d'eau par jour. Alors, que retenir de cette sous-unité? L'équilibre des groupes alimentaires dans notre assiette est le garant dans la prévention de nombreuses pathologies, maladies métaboliques, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies dégénératives comme le cancer et probablement aussi les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et certaines maladies oculaires comme la cataracte, DMLA,
c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge, est aujourd'hui bien établie. Une approche pragmatique de l'alimentation saine consiste à privilégier la consommation d'ensemble comprenant un aliment de base, des produits énergétiques, protéines et des assaisonnements riches en micronutriments essentiels. D'où l'importance de connaître les différents groupes d'aliments pour une alimentation équilibrée. Ainsi prend fin notre cours. Je vous remercie de votre aimable attention.